En étant dans cet atelier que je connais déjà assez bien et en étant devant cette nouvelle série de pièces, ça me rappelle vraiment notre arrivée depuis la Hongrie, puis Budapest. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton voyage, ton parcours depuis Budapest jusqu'ici? Oui, ben c'est vrai que c'est une grande aventure et il faut dire que quand vous étiez toute petite, je suis parti de Hongrie avec deux petits-enfants parce que j'ai fait mes études et mes académies en Hongrie, mais la vie était tellement difficile à cause d'un régime qui existait là-bas depuis la Deuxième Guerre mondiale que pour les artistes, malgré qu'on avait des formations, on avait des ambitions, c'était assez difficile de s'exprimer. Donc j'avais la possibilité de venir en France parce que quand j'étais enfant, mon père était envoyé en Afrique par les Nations Unies. Il était scientifique et il a enseigné le doctorat, il a fait le projet de doctorat en mathématiques pour la République du Mali. Et comme ça, j'ai pu voyager avec lui quand j'étais enfant, entre 10 et 15 ans. Donc j'ai pris le goût du voyage. Et après, quand j'ai fait les études et les académies, c'est sûr que le voyage et l'ouverture et cette aventure me manquaient. Donc j'ai essayé de renouer avec mes anciens amis et de revenir en France. Mais au début, c'était assez difficile quand même parce que déjà, pour fuir un régime comme ça, c'était pas évident. Et puis après, pour trouver... je veux dire, je voulais être toujours artiste depuis l'âge de 3 ans, je voulais toujours peindre, donc c'était important de pouvoir exposer dans des galeries. En Hongrie, ça n'existait pas, parce qu'il n'y avait que les peintres officiels qui avaient le droit de peindre, et encore les thèmes étaient limités. Mais pour moi, le plus important, c'est d'essayer de nager en eau profonde. Pour moi, la France était toujours un carrefour, surtout Paris, un carrefour de culture où énormément de grands maîtres que j'ai connus seulement par les livres, comme Picasso, Dali, Chagall, tous, ils sont venus de quelque part, ils n'étaient pas forcément français, mais à Paris, ils ont pu s'exprimer, donc il y avait une ambiance et une attirance. Donc on est arrivé, et puis ben, c'était pas évident au début, mais j'étais tellement passionné que voilà. C'est vrai que c'était une belle expérience. Et quand tu es arrivée en France, je me souviens très bien de tes toutes premières expos, j'étais toute petite, je me souviens de ces premières expositions qui t'ont amené aujourd'hui de nouvelles expositions, donc raconte-nous un petit peu tes parcours à ça. Oui, et, la chose qui était assez magique, c'est que pendant la première année, quand je suis arrivé en France, bon, il fallait que je remonte mon atelier, il fallait que je me crée un espace et aussi une certaine liberté individuelle pour pouvoir créer ma propre collection. Donc dans la première année, j'étais obligé de faire des commandes qui étaient déjà très libres, donc c'était des grandes marques, que ce soit des horlogers suisses ou des antiquaires qui m'ont demandé des commandes et grâce à ces commandes j'ai pu me faire un espace de 6 mois ou de 8 mois pour préparer une collection privée pour les collections, pour les expositions, pour les galeries. Et les galeries, je ne savais pas comment ça marche, je ne savais même pas qui est-ce qui va venir, qui va être là à un vernissage. J'avais tellement peur que bon, j'ai invité les copains, j'ai invité un peu de gens de Hongrie qui ont pu venir pour qu'on ne soit pas tout seul. Parce qu'en Hongrie, je ne savais pas, ça n'existait jamais une galerie comme ça. Et j'étais très étonné que les gens en France, bon ça c'était en Bourgogne, parce qu'on s'est mis d'abord en Bourgogne, après je suis venu sur la région parisienne. Mais je ne savais pas qui est-ce qui allait venir à une exposition, comment ça allait être, parce qu'en Hongrie ou dans des endroits où il y a des régimes difficiles, il y a toujours ce qu'on appelle un intelligentsia qui vient, qui fait partie des initiés. Mais là, ce qui était très étonnant d'une façon agréable, c'est que les gens arrivaient de la rue, et c'était des professeurs, des sportifs, des intellectuels, il y avait toutes sortes de personnes et on communiquait. Et la première expo, je disais si ça marche, je resterai bien sûr dans le monde des galeries, mais si ça ne marche pas, je retournerai à des commandes qui pour un artiste c'est quand même assez difficile et assez contraignant, mais c'était la vie. Et déjà, dès la première exposition, j'ai eu
beaucoup de succès, les gens venaient, j'ai vendu des toiles, et une chose qui était très intéressante, c'est que je racontais ça l'autre jour quand vous étiez à la maison, qu'il y a une dame qui a acheté une toile, et elle a dit, mais je ne peux pas acheter cette toile d'un seul coup, les prix étaient entre 2000 et 3000 francs français, mais même ça c'était très cher pour elle. Elle a dit, je suis employé dans un bureau, mais est-ce que je peux vous faire 3 chèques? Et ces 3 chèques, moi j'ai dit, mais c'est bien sûr, j'étais content, c'était ma première exposition. En plus, ça nous faisait presque un loyer, on payait 3000 francs de loyer pour un petit appartement. Et alors, la femme a eu son tableau, moi j'ai remis tous les mois une partie de la somme en chèque. Et après, 10 ans après, quand je travaillais déjà avec les grandes galeries dans le monde, il y a une grande galerie japonaise qui voulait revenir à Paris pour acheter certaines pièces pour faire une sorte de rétrospective. Et moi j'ai dit, je ne peux rien garantir, moi je suis le peintre, je veux bien traduire, je vais les accompagner. Donc 10 ans après, on est retourné chez cette dame, et puis à sa famille, et puis le galeriste, il a dit, voilà, on veut acheter cette toile, et maintenant c'était une petite nature morte, tu te rappelles, avec une cruche, et puis une pomme, et quelque chose comme ça. Puis la dame dit, oui, et quoi? Elle dit, maintenant ça vaut 150 000 francs, et on veut racheter la toile. Et la dame, elle a rigolé, elle a dit, non, mais moi je ne veux pas vendre la toile. Et j'étais très fier de cette situation. Et le japonais n'a rien compris, il a cru, alors il me posait la question en anglais, she wants more. Je dis, non, 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 tu ne comprends pas, ici c'est l'Europe, les gens ils se privent de quelque chose, mais c'est à eux, c'est pas un investissement pour spéculer ou quelque chose. J'ai dit, pour moi c'est une fierté que cette dame, ce sera toujours son tableau, ça va être le tableau de son fils, de son petit-fils. Mais ça c'est une belle chose, c'est une belle histoire, surtout dans un monde où l'argent est toujours dominant souvent. Et c'est vrai qu'on a commencé ces expositions à Dijon, je me souviens très bien de cette dame dijonnaise d'ailleurs, puis après on est venu plus près de Paris, et puis à l'international aussi tu as eu des expositions. C'était aussi à cause de ça que je devais me rapprocher plus de Paris, parce que de plus en plus de collectionneurs de galeries étrangères venaient me contacter, et puis pour les voyages c'était plus facile, pour les visites d'ateliers. Et puis c'est vrai que grâce parce que dans ma vie, toutes les choses qui sont arrivées, c'est grâce à des rencontres. Donc les rencontres, déjà la première fois avec Pierre Cardin, et Pierre Cardin qui avait une galerie, un espace Cardin qui était à Paris, où j'ai exposé, ou après c'est Opéra Gallery qui a vu mes œuvres, Opéra Gallery qui est une galerie mondialement connue, avec ses 11 galeries dans le monde, un peu comme Marlborough Gallery, tous ces galeries qui ont des grands maîtres à côté des contemporains, il y a des pièces de Picasso, de Chagall, magnifiques, et pour moi c'était important que step by step, petit à petit, j'avançais dans la liberté d'expression. Pour un artiste, c'est pas la cote d'un artiste ou les choses comme ça, ça ne concerne pas l'art. L'art, je n'ai jamais été aussi heureux, je suis aussi heureux maintenant qu'il y a 25 ans quand je suis arrivé en France, parce que je pouvais m'exprimer, je pouvais exprimer mon travail, et que les gens pouvaient venir le voir, et il y avait une volonté de la part des spectateurs, de la part des gens de découvrir quelque chose d'original. Et fur et à mesure que j'avançais dans, soi-disant, le succès ou les bons résultats avec les galeries ou les grands voyages, les expositions, plus en plus j'allais vers des choses privées. Par exemple, quand on parle de ce tableau ou des autres que je viens d'exposer à la dernière exposition, c'est de plus en plus des choses intimes. Et c'est ça qui intéresse les collectionneurs. C'est d'avoir un caractère, c'est d'avoir quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Le fait aussi, je pense que je suis venu de Hongrie, que j'ai une vision du monde qui est peut-être un peu différent, ou un cadrage, souvent on parle que comment je compose mes tableaux. Tout ceci, ça donne que c'est un travail
je dirais, bien sûr personnel, parce qu'il s'agit de l'art, mais je viens d'ailleurs. Et le fait aussi, une chose importante, que beaucoup de grandes galeries voulaient ou veulent toujours des exclusivités. Souvent, c'est très confortable pour un artiste parce que ça prouve aussi le succès, ça prouve aussi je veux dire le bon résultat ensemble. Mais moi, j'ai toujours été contre ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai vécu 30 ans dans un régime qui était pour moi quelque chose que je ne voulais pas et que j'étais obligé de suivre. Et après, je me suis dit, maintenant, je vais être libre, mais totalement. Donc souvent, quand il y avait des opportunités ou des choses que j'aurais pu aller peut-être plus vite ou plus en avance, j'ai toujours résisté à cette tentation parce que je trouve que la plus importante pour moi, c'est que quand j'ai une toile blanche devant moi, je tremble à l'intérieur de moi-même. Est-ce que je vais réussir à sortir ce que j'ai dans la tête et de le réaliser? Parce que comme on parlait avec Jean-Marc, c'est vrai, cette histoire, c'est toujours le cas chez moi, c'est que j'ai une façon de composer ou de faire les tableaux qui vont au-delà du tableau, c'est-à-dire le sujet, que ce soit ce jouet ou les autres tableaux, ce sont seulement une première rencontre dans une pensée. Mon idée ou mes messages sont toujours au deuxième degré. Et ça, il faut que les gens qui arrivent souvent, même les propriétaires de tableaux, ou les collections, ou les fondations où il y a mes tableaux, me rappellent en disant, mais on a découvert quelque chose qui était caché. Mais c'est pas caché, mais c'est par rapport à quelque chose. Et souvent, bon, on peut comparer ça dans le cinéma, au cinéma de Woody Allen, qui explique, voilà, je me sens tellement bien que je suis en train de crever, enfin c'est des trucs comme ça, mais le symbolisme, parce que quand on regarde ma peinture, bien sûr, ma peinture c'est une peinture figurative. Oui, je voulais te demander comment tu es arrivé justement, pourquoi la figuration, oui. Et qu'est-ce qui définit vraiment ton style à toi? Alors, il faut dire que quand j'étais à l'académie à Budapest, vous l'avez vu dans les réserves à Budapest ou dans les collections, j'avais beaucoup de tableaux expérimentaux. Ouais. Des tableaux qui étaient, par exemple, dans les années 70-80, je faisais des tableaux poubelles. Mais c'était carrément des ordures. Que moi j'adore. Hein. Oui, mais c'était... Alors, pour contenir les poubelles, il fallait que c'était carrément des vitrines parce que ça sortait de partout. Mais ce qui était intéressant, c'est le démarche. Parce que je suis un peu comme le saumon qui remonte la rivière. Moi, ce qui m'intéresse, et ça, on était d'accord avec Pierre Cardin là-dessus, il a dit... Il ne faut pas être à la mode, il faut créer la mode. Et le problème, c'est que quand tout le monde fait quelque chose, moi ça m'énerve. Donc quand j'étais en Hongrie, il y avait ce qu'on appelait le réalisme, socialisme, qui c'était obligatoire à tout le monde. Et pour faire face à ça, c'est pour ça que j'ai fait mes tableaux expérimentaux où on a fait des happenings, par exemple, en plein ville de Budapest qui était très gérée par la police et tout ça. On s'est habillé en costume avec mon copain Danny que tu connais, voilà, qui est le parrain de Laura. Et on s'est habillé en costume cravate un peu comme les Blues Brothers, mais sans le chapeau et sans les lunettes. Et j'ai fait une moule d'un des modèles à l'académie qui était un nu magnifique. J'ai fait une moule d'une femme donc toute nue qu'on a habillée en mariée et qu'on a habillée en tulle et tout ça et qu'on a mis une perruque sur la moulure et avec une voile. Donc avec la voile, personne ne voyait que c'était une sculpture, tout le monde croyait que c'était une véritable personne. Et comme elle était assise comme ça, la moulure elle était assise comme ça, bon, nous on a mis deux sangles et on l'a promenée en ville, donc on a pris le métro avec la bonne femme et il y avait des photographes qui étaient des copains photographes qui étaient plantés partout dans la ville, qui photographiaient la réaction des gens. Alors dans un Budapest tout gris, surveillé par les communistes et tout, alors il posait la question... elle est malade, pourquoi vous la portez, des choses comme ça, et tout a été enregistré, après ça devenait mais c'est juste pour dire que j'avais utilisé la période de l'académie
pour faire des expériences, pour tout essayer, parce que c'est la possibilité, on peut tout essayer. Et quand je suis arrivé en France, ou aux États-Unis, ou partout, le monde qui se développe dans l'abstraction, dans le conceptuel, dans tout ce qui est film et vidéo, ont leurs spécialistes, ont leurs génies, ont leurs artistes. Et moi j'ai trouvé, justement pour aller, c'est peut-être ma personnalité qui fonctionne comme ça, que je trouvais que là où il y a un manque, c'est d'exprimer avec des objets, justement avec des figurations, notre société d'aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, dans la peinture, que ce soit des compositions, que ce soit des couleurs, que ce soit des choses comme ça, pour moi, c'est pas ça qui donne la jouissance, parce que ça reste juste pour moi technique. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme d'aujourd'hui, comment il vit, comment ça peut exister qu'en Afrique, il y a quelqu'un qui est à l'âge de pierre, qui a rien à manger, mais qui a un cœur grand comme ça, qui t'invite juste pour partager un peu de bouffe à l'autre côté du monde, où il y a des gratte-ciel énormes, il y a d'autres cultures, d'autres gens, les voyages, les cultures, tout ça. Pour moi, le travail de la figuration et le travail, je suis un peu comme quelqu'un qui fait des carnets de voyage. Souvent, les critiques disent que c'est un peu comme des reportages, c'est un peu anecdotique. Jean-Marc tout à l'heure il a dit, c'est souvent, c'est pas péjoratif, je l'accepte, c'est un peu comme les BD. Je raconte une histoire à travers, mais l'histoire est autant plus intéressante pour moi que quand on regarde un tableau de Rembrandt ou de Masaccio de Firenze du XVe siècle, on se rend compte de ce qui était à l'époque. Comment vivaient les gens, quels étaient leurs goûts, quelles étaient leurs coutumes, leur religion. Et ce n'est pas uniquement anecdotique ou objectif. Je pense que montrer, par exemple, si on regarde ce jouet, si on regarde beaucoup de personnes en France ou au Japon pourraient dire oui, nous aussi on a eu des jouets en métal comme ça. Oui, sauf que ce jouet hongrois, il était peut-être moins joli, moins sophistiqué. Donc il y a déjà une partie de dureté de mon enfance là-dedans. En plus, comme c'est pas un jouet, c'est un jouet avec lequel j'ai joué et il y a des souvenirs. Donc il y a forcément des petits impacts, des peintures qui s'enlèvent. Donc c'est un peu comme un autoportrait quelque part. Je pense que l'art doit toujours représenter la personne qui le crée. Et mon parcours est beaucoup plus compliqué qu'esthétique. Souvent, quand on regarde des très grands artistes ou des monuments de l'art, pas seulement contemporains mais classiques, on peut voir, par exemple, tout à l'heure j'ai parlé de Rembrandt, mais quand on regarde dans la même période Rembrandt et on peut comparer à quelqu'un un peu dans la similaire période comme Rubens, ils n'ont pas eu le même parcours. Et Rembrandt, s'il n'avait pas eu cette histoire privée de sa vie, déjà le problème avec sa femme, mais surtout avec la ronde de nuit qui a fait un scandale alors que c'était une très grande commande et que les gens commandaient parce qu'ils travaillaient à la commande, Rembrandt, il a peint d'une façon réalistique les officiers. Il y en a un qui était le dirigeant de la ville, un qui était plus petit que l'autre et qui a fait un scandale énorme. Ça c'est l'histoire de l'art. Moi j'étais pas là, mais après sa peinture s'est transformée, sa peinture est devenue beaucoup plus profonde et peut-être où c'était la même chose avec Goya. Goya qui était peintre de la cour, s'il n'en avait pas eu marre de faire les reines ou les gens de la cour, il ne serait pas arrivé à la profondeur qu'il a eu après avec tous les tableaux. C'est vrai que grâce à ton expérience, tu es arrivé à un style vraiment très particulier et je trouve que ce tableau il représente, pour moi, c'est vraiment la synthèse de ton style en ce moment et moi j'aime beaucoup personnellement.
Voilà. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment tu te définis en tant que peintre aujourd'hui dans l'art contemporain par rapport à la figuration, quelque chose d'assez particulier aujourd'hui, on va dire. Oui, comme je disais tout à l'heure, pour moi la figuration est très importante, surtout pour atteindre un peu mes messages ou qu'est-ce que je veux dire de l'homme, de la vie en général. Quand j'étais à l'école secondaire des Beaux-Arts, donc entre 14 et 18 ans, j'avais beaucoup de chance d'avoir une école en Hongrie qui était unique et qui est même très rare aujourd'hui dans le monde, où on dirige déjà les jeunes élèves, donc entre 14 et 18 ans, vers des sections très précises, donc sculpture, peinture, céramique, etc., des graphistes. Cette école a été créée et dirigée par un ancien élève de Bauhaus, qui était un élève de Kandinsky, de Moholy-Nagy, de Paul Klee, et qui était très à cheval, ce monsieur. À l'époque, c'était dans les années 70, 72. Ce monsieur, il était déjà très âgé, il avait presque 80 ans, mais il était très à cheval sur le respect de la profession. Par exemple, moi j'étais chez les peintres, de connaître les techniques anciennes et tout ça. Et finalement, la technique que j'utilise aujourd'hui, c'est une technique qui a été utilisée par les maîtres de la Renaissance, aussi bien les maîtres flamands que les maîtres italiens, c'est-à-dire la base des toiles, c'est des toiles, et sur les toiles, après la peinture qui est déjà enduite par un préparatif, je mets une couche de gesso. C'est un fond qui a un reflet de blanc extraordinaire. Et les couches de peinture qui arrivent, par exemple, si j'ai un orangé ou si j'ai un bleu, ce n'est pas une seule couleur de bleu, c'est plusieurs couches successives qui arrivent comme ça dessus. Donc c'est une technique très lente et très classique et on peut dire académique. Par contre, ma vision, c'est une vision moderne et contemporaine. Et c'est cette duplexité qui donne ce côté un peu original ou intéressant à mes peintures, parce que c'est fait avec une technique ancienne, mais par contre avec une vision contemporaine ou actuelle. Et quand je fais ce genre de réalisation, ce genre de peinture, bien sûr, pour moi, une collection en général ne dépasse jamais 15 ou 17 toiles par collection que je présente dans une exposition, parce que c'est une technique quand même qui demande beaucoup de préparation, du temps. Par contre, les idées souvent arrivent rapidement, donc il faut savoir gérer que même si on a beaucoup d'idées pour une collection, mais qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre, il faut... des choses assez différentes justement. Oui. Tu vas toucher à la nature morte, oui. Tu vas toucher beaucoup au portrait. C'est une très bonne question, exactement, parce que je gère dans une exposition les choses que j'aime, mais par contre, tous donnent un peu une possibilité ou une direction d'aller vers quelque chose qui, peut-être un jour, c'est un rêve pour moi de développer uniquement dans une exposition que les portraits hongrois ou que les jouets, et ça va venir. Mais pour le moment, je pense aussi, ça on en avait parlé avec Jean-Marc, c'est une chose qui a été certainement un moteur dans ma vie, que j'étais tellement enfermé dans cette doctrine communiste que quand je suis sorti, j'étais comme je sais pas, un esprit qui est enfermé et que j'ai envie de faire mille et une choses parce que j'étais enfermé, je ne pouvais pas m'exprimer. Donc pour un artiste, c'est plus que gênant, c'est vital. Un artiste, il est content quand il peut réaliser ses rêves, quand il peut faire ces choses-là. Et moi, j'ai eu cette décision de faire ce genre de peinture, mais je trouve que de plus en plus, actuellement dans le monde, que ce soit les grands collectionneurs ou les grandes rencontres comme Art Basel et la FIAC, beaucoup de fois ce genre de comportement devient de nouveau intéressant parce que on a tellement vu de différentes techniques destructives et minimalistes que
finalement, je veux dire, si quelqu'un sait dessiner ou peindre, il ne faut pas que ce soit une honte. Enfin, c'est assez péjoratif, mais souvent on dit qu'on est un peu has-been parce qu'on a une technique ou on a une vision des choses. Mais je pense que le monde est assez riche et assez vaste pour que tout le monde s'exprime, tout le monde trouve sa place. Moi, je respecte tout à fait les gens qui font de l'art qui n'est pas le mien, que ce soit du conceptuel ou que de la vidéo. Je trouve qu'il y a des génies et il faut souligner qu'il y a toujours, parce que quand on a parlé par exemple de Christo qui a emballé le Pont Neuf ou différentes choses, ou qui a fait du land art, ces gens, c'est des génies. Mais sauf qu'après, je veux dire, parce que quand on regarde, il y a eu toujours des secondes vagues après des grands maîtres. Quand on regarde Picasso, quand on regarde Michel-Ange, toujours après, il y avait des gens qui faisaient soi-disant des suiveurs, mais ça n'a jamais été aussi puissant ou aussi pur que Picasso ou Michel-Ange. Mais avec l'art qui devient plus conceptuel, le concept en elle-même est plus facile à copier que de faire des fresques de Michel-Ange, des choses comme ça. Donc ça, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de différentes voies, mais il y a toujours des grandes valeurs, il y a toujours des grands maîtres, que ce soit dans n'importe quel domaine, et je les respecte. C'est-à-dire, moi je fais ce genre d'expression, mais ce n'est qu'une expression. Je trouve que dans tous tes tableaux, que ce soit encore une fois une vue de ville ou que ce soit un portrait, je trouve qu'on voit que tu prends plaisir à faire tes toiles. Oui, que ce soit n'importe quel sujet, et chaque sujet que je t'ai vu choisir, c'était vraiment des sujets que tu avais appréciés et qui t'avaient tenu à cœur dans tous les cas. Et je voulais aussi dire que c'est vrai que j'avais eu la chance, quand je vois tous tes tableaux, je connais les lieux, je connais les objets, donc j'ai eu la chance de privilégier, j'ai eu le privilège, pardon, on peut peut-être couper ça, non? Non, mais c'est bien, vas-y. Ouais, pardon. Alors, donc, quand je vois, ce que je voulais dire aussi, c'est quand je vois les objets, quand je vois les paysages, quand je vois même les portraits, j'ai la chance de reconnaître des lieux, de reconnaître des gens et d'avoir vu toutes ces choses-là moi-même. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment un privilège énorme d'être élevée dans une culture artistique, d'aller dans les musées, d'aller dans les expositions, ce qui m'a donné le goût aujourd'hui de travailler justement en galerie, et ce qui me donne une passion pour l'art fantastique. Et je crois qu'effectivement, le fait que notre famille ait toujours été soudée autour de l'art, autour de toi, et autour de tout ce que tu nous as montré au niveau artistique, ça a vraiment donné une force, en tout cas à la famille et peut-être à ta création artistique. Oui, mais là, dans mon travail, vous faites partie de mon univers. Je ne suis pas un loup solitaire. Le fait, quand je suis parti de Hongrie, ce n'était pas uniquement pour mon travail, c'était aussi que je voulais mettre mes bébés, j'avais mes 2 filles et ma femme à l'abri, qu'ils aient un meilleur monde, un monde plus libre. Et ça m'a donné un grand défi, hein. C'était pas aussi évident, c'est une grande responsabilité parce qu'on aurait pu pas pouvoir manger ou n'importe quoi. Et donc c'était un challenge, mais je trouve que c'est vrai que vous êtes témoin de tout ce parcours et notre famille est très liée par rapport à ça parce que je me rappelle que déjà quand vous étiez toute petite, les collectionneurs ou les galeristes qui venaient à la maison parce que les gens s'intéressent à l'atelier, vous étiez bercé dans cette histoire. Et je me rappelle toujours une histoire que on est parti dans des soirées, il y avait le babysitter qui était à la maison. Et quand elle est rentrée, j'ai vu que dans le salon, les toiles ils étaient rangées différemment. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une fuite d'eau, je ne sais pas. Puis elle a dit non, mais dites surtout pas à Linda parce qu'elle a toujours voulu travailler dans l'art, elle a toujours voulu être galeriste. Et que pendant que vous n'étiez pas là, il ne faut surtout pas dire, c'est que Linda, elle a montré toute la collection et elle a expliqué les histoires. Je ne me souvenais pas que j'avais fait ça. Voilà, elle a expliqué toutes les histoires des toiles, une par une, les histoires, pourquoi, ceci, la composition et tout ça. Et donc, il ne faut surtout pas lui dire, parce qu'elle m'a demandé de ne pas le faire. Donc, mais bon, le plus important, c'est que tu avais envie d'évoluer dans l'art et j'étais très fier de toi quand tu as choisi la Sorbonne pour l'histoire de l'art et tout.
Et il y a aussi une chose qui était intéressante, parce que toutes les deux, vous étiez très habiles dans pas seulement dans le dessin, dans le plastisme, dans les sculptures, dans les travaux qui faisaient faire en art créatif. Et on ne vous a jamais dit de ne pas faire ou forcé de faire, parce qu'on a laissé la liberté. Parce que quand mon père, quand moi j'étais enfant, je suis né avec une oreille, un son parfaite, et le professeur de chant a voulu à l'école élémentaire que j'aille faire du violon, parce qu'il disait c'est très rare. Et moi je n'ai pas été forcé. Papy ne m'a jamais forcé en disant... ils m'ont demandé, est-ce que tu veux faire de la peinture ou de la musique? Et moi j'ai dit, je veux faire de la peinture. Quand tu as voulu faire de la peinture, il n'a rien dit. Et quand vous n'avez pas voulu ou vous auriez voulu être artiste, nous on était là en respectant votre identité et votre talent. Mais après, une fois, quand tu étais plus grand, déjà à l'âge de 17-18 ans, il y avait un collectionneur américain qui est venu et qui t'a posé la question. Il a dit, mais vous ne vouliez pas faire de l'art? Et tu as dit une chose très intéressante. Moi, j'ai rien dit, mais c'est vrai, c'est que si on aime beaucoup l'art, mais en voyant comment c'est difficile et comment c'est quand même délicat entre la passion qu'on a de créer, déjà de pouvoir réussir à créer pour soi-même. Est-ce qu'on satisfait de ton travail? Déjà c'est un premier plan de réussir devant toi-même en disant est-ce que ça me plaît, est-ce que ça représente ce que moi je voulais dans ma tête. Ça c'est une première étape. La deuxième étape c'est de confronter les gens, confronter la vie, éventuellement après, bon la critique ça c'est déjà une chose, mais est-ce qu'on peut le faire professionnellement ou juste en retrait, comment? Elle a dit, Linda a dit à ce collectionneur américain, oui, cette partie, ça me fait peur, parce que, en voyant, parce que eux, ils étaient quand même témoins que malgré que nous, on vit ensemble depuis 28 ans ou 29 ans, elles n'ont jamais vu, enfin, bien qu'elles étaient à l'école, elles rentraient à la maison, mais le matin, quand elles partaient, moi je travaillais déjà, et quand elles rentraient et elles se couchaient, je leur faisais la bise, mais après je continuais de travailler. Ce qui n'est pas un esclavage, c'est ma passion, c'est mon travail. Mais ça veut dire qu'on voit quel est le poids et le pour et le contre. Par contre, comme elle a toujours aimé l'histoire de l'art, donc tu as pu développer, et ça c'est une grande bonheur. Et puis le fait que vous êtes venu dans beaucoup d'expositions, dès que vous avez pu, même à l'étranger, au Japon, aux États-Unis, elle venait à mes vernissages. C'était aussi très important. Récemment, il y a un mois, on a fait une grande exposition à Budapest où vous avez pu venir malgré vos obligations de travail, parce que maintenant vous êtes déjà au travail. Mais dès que c'est défini 1 an, 2 ans à l'avance une exposition, et si elles veulent venir, si vous voulez venir, vous vous organisez, c'est la chose la plus importante pour moi. Alors, il y a aussi un personnage qui est très important dans ton travail, que moi je connais très bien, qui est maman, que j'ai vu figurer sur beaucoup de toiles et qui est vraiment la figure de muse, on va dire, qu'on connaît dans l'art. Bien sûr, quand on... même si on n'est pas artiste, moi je pense que trouver son équipier ou son partenaire, c'est très très important pour avoir une vie équilibrée. Moi j'ai une vie tellement passionnée et remplie de folie, de gens, tout le monde est dans la profession, tout le monde est sur les idées, que pour moi, c'était aussi très important d'avoir un arrière-plan où je pouvais me retirer, où je peux me retirer, où il y a un entourage et un environnement et une famille. Et bien sûr, maman, déjà le fait que quand on est parti de Hongrie, elle n'a jamais discuté, elle n'a jamais dit non, moi je ne voudrais pas, elle ne parlait pas un mot de français.
Bien sûr, c'était très très important et comme tu disais, effectivement sur beaucoup de tableaux, elle était aussi comme muse, mais c'est toute cette chose qui je pense, la vie, que ce soit comme je dis, la vie d'un artiste ou la vie de quelqu'un d'autre, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que ça peut être extrêmement riche, extrêmement beau au niveau de richesse humaine, et ça peut être désastreux, ça peut être difficile, ça peut... Moi j'ai tellement voyagé, j'ai vu tellement de difficultés, de choses dans la vie, que je reste toujours très serein, et je sais toujours apprécier le moment. Et je pense que c'est aussi un peu le moteur de ma peinture, c'est de montrer des fois des choses qui sont positives, qui sont des valeurs humaines, pas des valeurs artificielles ou superficielles, mais par exemple quand on regarde les portraits hongrois ou ces gens-là qui ont tellement souffert mais qui survivent, qui sont des portraits monochromes, carrés, avec très peu de moyens, qui sont forts. Je pense que c'est ça qui est... et puis même au-delà, parce que tu me poses la question et puis tu parles de maman, il ne faut pas oublier qu'on a eu la chance, tous les deux, avec maman, d'avoir des parents donc dans nos arrière-familles qui ont été des gens qui étaient soudés, qui étaient, malgré les difficultés, les guerres, le communisme, 56 en Hongrie, c'était terrible, ça a déchiré les familles. Avant, il y a eu les camps de concentration. Nous, il y a beaucoup de gens de la famille qui sont plus jamais revenus. Donc ça, il faut avoir une mentalité comme ça, il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire, le problème du monde aujourd'hui, c'est que les gens ils tournent trop facilement les vestes, qu'on peut être, parce que l'argent, et on peut aller par là ou par là. Non, dans la vie, il faut toujours rester, quoi que ce soit, il faut rester comme ça. C'est vrai, et c'est vrai que la famille, je pense que ça aide beaucoup à garder les pieds sur terre. Voilà. C'est vrai. Qu'on reste comme ça. Ouais. Vive l'art.